Le bureau poussiéreux de Marguerite Savonnerie, l'air embaume, la lavande fanée et les dettes. Julien, 48 ans, pose des documents de vente sur son bureau. Marguerite, c'est fait. Signé. La porte s'ouvre. Yanis, 26 ans, entre, fraîchement arrivé pour un entretien d'embauche. Il ignore les papiers. Il prend un vieux savon sur son bureau. Il ferme les yeux, inspire profondément. Verveine, vétiver, et une pointe de myrrhe. Plus personne n'utilise de myrrhe. Marguerite, dont le défunt mari avait créé ce savon, est stupéfaite par son talent. « Vous plaisantez ?» La voix de Julien, 48 ans, était tendue, maîtrisée. Il fit glisser les documents de vente sur le parquet en acajou usé. « Marguerite, le conglomérat est notre seule issue. Nous n'avons pas de temps à perdre avec des mascarades. » Mais Marguerite, 64 ans, l'entendait à peine. Son regard était rivé sur Yanis, 26 ans, le nouveau venu. Il tenait toujours le vieux savon, et le parfum presque imperceptible de myrrhe flottait entre eux. Il n'avait pas l'air d'un candidat à un emploi. Il ressemblait plutôt à un archéologue qui aurait mis au jour une relique. « Comment le saviez-vous » demanda-t-elle à voix basse. « La myrrhe est... Mon mari l'utilisait, personne d'autre. Ça stabilise la verveine, dit Yanis simplement, comme si c'était une évidence. Ça empêche les agrumes de devenir trop acides après le séchage. Mais c'est cher. De nos jours, on utilise des fixateurs synthétiques. » Il reposa le savon sur la table, son regard parcourant le bureau poussiéreux, la gloire fanée de « savonnerie ». « Tu as un passé, dit-il, mais tu sens la poussière. » Julien s'avança. « Petit, tu as été embauché pour balayer l'entrepôt, si tu as de la chance, pas pour donner ton avis. » Julien, l'interrompit la voix de Marguerite, avec une autorité qu'elle n'avait pas employée depuis des années. « Pars. » Julien se figea sous le choc. « Marguerite, ne sois pas ridicule. Cet homme est... » J'ai dit, « Partez, laissez-nous tranquilles. » Julien la fixa du regard, ne reconnaissant pas cette femme. Il renifla, attrapa les prospectus et sortit en trombe de la pièce, claquant la porte si fort que les flacons de parfum sur les étagères tremblèrent. Marguerite regarda Yanis. Elle agissait sur un coup de tête, un instinct qu'elle croyait enfoui avec son mari. « Je ne peux pas vous payer beaucoup, » dit-elle. « Je ne veux pas grand-chose, » répondit-il sans quitter les siennes des yeux. « Je veux y avoir accès, à vos chaudrons, à vos huiles. » Elle l'a embauché, non pas comme balayeur de rue, mais comme consultant en développement. Le lendemain, l'ouragan frappa. Yanis ne traversa pas l'usine à pas feutrés. Il la prit d'assaut. Les anciens ouvriers, fidèles à Julien et aux méthodes de leur défunt patron, le regardaient avec méfiance. Il huma les lots de savon à la lavande, prêts à être expédiés, et fit la grimace. « Il est mort, » déclara-t-il. Julien, qui le suivait comme un gardien de prison, se raidit. « C'est notre formule la plus vendue, » a déclaré Julien. « C'est pour ça que tu vas faire faillite, » rétorqua Yanis. « C'est de la lavande, oui, mais où est le soleil? Où est le sel? On est à Marseille. Ça pourrait sentir les calanques après une tempête, mais au lieu de ça, ça sent le placard d'une vieille dame. » Il a tout méprisé. Il a qualifié les méthodes de guérison de archaïques, les chaudrons de cuivre de inefficaces et les formules de paresseuses. Il se rendit au petit laboratoire poussiéreux, un endroit où Marguerite n'avait pas mis les pieds depuis des années. Il se mit à mélanger. Il prit la base sacrée, l'huile d'olive vierge extra de Marseille, mais commit ensuite des hérésies. Il exigea des algues. Il apporta des baies roses, de la cardamome, de l'extrait de feuilles de figuier. « On ne peut pas mélanger ça, » dit Marguerite en le regardant mi-horrifiée, mi-fascinée. « Les fondations ne tiendront pas. Les bases s'ennuient, » dit-il sans lever les yeux, tout en broyant des grains de poivre. « Il faut qu'elle se réveille. » L'énergie de ce nouveau venu bouscule des décennies de tradition. Son audace est-elle, selon vous, ce dont l'usine a besoin, ou est-ce le début de la fin? Si vous aimez les surprises, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir ce que ce mélange explosif vous réserve. L'étincelle jaillit là, dans le laboratoire. Marguerite l'observait travailler. Ses gestes étaient rapides, assurés, instinctifs. Cela lui rappelait son mari, non pas l'homme malade et épuisé de la faim, mais le jeune homme passionné avec qui elle avait fondé la boutique. Elle commença à y passer plus de temps. Elle apportait son déjeuner. Elle l'interrogea sur la myrrhe. Il l'interrogea sur la saponification à froid. Ils discutèrent, débattirent.
Elle se sentait inspirée. Elle se sentait vivante. La femme endormie, la veuve prisonnière de son héritage, s'éveillait. Julien observait la scène depuis l'ombre de la cour de l'usine. Il vit son rire, la façon dont elle lui toucha le bras en discutant d'une formule. Il ne vit pas d'inspiration, il vit de la manipulation. C'est un escroc, a déclaré Julien à un groupe d'employés plus âgés pendant la pause. Un beau parleur, un charlatan. Il lui vend du vent, pas du savon. Il a repéré une vieille veuve vulnérable et lui donne de faux espoirs, saignant l'entreprise à blanc avec ses expériences inutiles. Il va la ruiner. Le laboratoire, jadis un sanctuaire poussiéreux, devint le centre de leur univers. Les nuits marseillaises se faisaient plus froides. Mais à l'intérieur de la savonnerie, une énergie nouvelle émanait de Yanis. Et Marguerite, attirée par cette chaleur, commença à rester tard. Leur collaboration devint intime. Elle cessa d'être une affaire commerciale pour se consacrer à l'art. Ils se penchaient sur les vieux chaudrons de cuivre, la vapeur s'élevant et se mêlant aux arômes complexes qu'ils créaient. Leurs mains se frôlaient fréquemment. Un contact fortuit lorsqu'ils attrapaient le même flacon d'huile essentielle. Un contact délibéré lorsqu'il lui tendait un morceau de savon fraîchement coupé pour qu'elle puisse en sentir la texture. Pour Yanis, elle était une encyclopédie vivante, la seule à comprendre le langage de la saponification qu'il maîtrisait. Pour Marguerite, il était l'artiste qu'elle imaginait chez son mari, mais avec une audace que le défunt n'avait jamais eue. La passion s'y épanouissait en silence, sous la faible lumière du laboratoire. C'était un scandale silencieux, perceptible seulement dans les regards insistants, dans les rires partagés qui résonnaient dans la cour déserte après le départ des ouvriers. Julien, sentant qu'il perdait le contrôle non seulement de l'usine, mais aussi de Marguerite, tenta d'intervenir. « Vous ne pouvez pas utiliser vos fonds personnels pour financer cela », la confronta-t-il dans le bureau, en montrant une facture d'extrait de feuilles de figuier. « C'est trop risqué, ces formules ne sont pas testées. »« Tout ce qui est nouveau n'a pas été testé, Julien, » répondit-elle en signant le chèque. « Je crois en lui. » Elle misait tout sur elle. Le reste de ses économies était investi dans les expériences de Yanis. Leurs espoirs reposaient sur un seul lot, la collection Renaissance, comme l'appelait Yanis. C'était la formule aux poivres roses et aux algues, une barre d'un vert foncé éclatant qui exhalait un parfum de mer déchaîné. Les ouvriers observaient. Ils virent le regard du patron posé sur le nouveau venu. Ils virent le mépris affiché par Yanis pour leur méthode traditionnelle. Et ils écoutèrent Julien. « Il l'a ensorcelé », dit Julien à la cafétéria. « Il brûle son argent, et quand il n'y en aura plus, il disparaîtra et nous nous retrouverons tous à la rue. » Le jour du test du lot maître arriva. La formule avait mûri pendant 6 semaines. Si elle fonctionnait, ce serait le salut. Si elle échouait, ce serait la fin de la savonnerie. Marguerite et Yanis descendirent dans la salle de soins. L'odeur était étrange. Ce n'était pas le parfum frais et épicé des figues et de la mer. C'était une odeur chimique et acide, comme du vinaigre. Yanis courut vers la première étagère et attrapa une barre. La couleur était délavée, pâle. Il l'ouvrit. À l'intérieur, la pâte était granuleuse et friable. Tout le lot. Des milliers de barres. Gâchées. « Non », murmura Yanis, le visage pâle. « J'ai vérifié la soude caustique, j'ai mesuré les huiles. C'est impossible. Que se passe-t-il ici ?» demanda Julien depuis l'entrée. Il n'avait pas l'air surpris. Il semblait satisfait. Il s'approcha de la cuve de mélange, préleva un échantillon de la boue au fond et la sentit. « Contaminé », déclara-t-il assez fort pour que les ouvriers, rassemblés derrière lui, l'entendent. Un produit de nettoyage industriel, probablement à cause des cuves en acier qu'il s'obstinait à utiliser. Il se tourna vers Yanis, le visage figé dans un mépris vertueux. « Voilà ce qui arrive quand on troque des décennies d'expérience contre ça. Tu n'es pas un génie. Tu es un amateur imprudent. » Il regarda ensuite Marguerite, sa voix s'adoucissant d'une compassion feinte. « Il t'a trompé, Marguerite. Il t'a ruiné. » Les employés fidèles à Julien secouèrent la tête. Les murmures se muèrent en accusations ouvertes. La vieille maîtresse, aveuglée par son jeune amant, avait anéanti l'héritage de son mari. Le sabotage a porté le coup de grâce. Marguerite est prise au piège entre l'homme en qui elle a confiance et l'héritage qu'elle tente de préserver. Qui croira-t-elle? Si vous ressentez vous aussi la tension de ce moment,
Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de la révélation. Marguerite regarda le savon abîmé, puis le visage furieux de Julien, et enfin Yanis, qui restait silencieux, fixant ses mains, les mêmes mains qu'elle avait tenues la veille, comme si elles étaient la source du poison. Pour la première fois, le doute s'insinua en elle. Un silence de mort régnait dans la savonnerie. L'odeur âcre de la contamination semblait avoir étouffé tous les autres arômes de lavande et de verveine, ne laissant qu'un parfum d'échec. Marguerite, 64 ans, était dans son bureau, les épaules affaissées. Les chiffres du registre devant elle ne mentaient pas. Le sabotage du lot Renaissance n'était pas un simple revers, c'était un coup fatal. Les économies qu'elle avait consacrées aux expériences de Yanis, 26 ans, étaient épuisées. Pour la première fois de sa vie, elle était ruinée. La porte s'ouvrit sans qu'on ait à frapper. Julien, 48 ans, entra. Il n'était pas en colère. Son expression était celle d'un médecin patient confronté à un cas désespéré. Il déposa un dossier sur le bureau en acajou. « Le conglomérat veut toujours l'usine », dit-il d'une voix dénuée d'émotion. Ils ont eu vent de l'incident. L'offre a bien sûr été revue à la baisse. Il ouvrit le dossier. La somme était insultante. Elle suffisait à peine à payer les créanciers, ne laissant rien pour Marguerite. « Franchement, c'est une offre charitable », poursuivit Julien. « Ils achètent le terrain, pas votre marque ruinée. Et c'est l'offre finale. » Il jeta un coup d'œil à sa montre. « Je sais que vous êtes bouleversé, je comprends. On vous a trompé. Mais il faut être réaliste. » Il lui tendit le stylo. « Vous avez 24 heures pour signer. Sinon, je m'en vais. Et si je pars, tous les ouvriers ayant plus de 10 ans d'ancienneté partiront avec moi. L'usine ne tiendra pas jusqu'à la fin de la semaine. Signez, Marguerite. Sauvez ce qui vous reste de dignité. » Il partit, laissant le stylo et l'ultimatum sur la table. Piégé. Ce mot résonnait dans l'esprit de Marguerite. Julien avait raison. Elle avait été trompée. La passion, l'espoir, le sentiment de revivre, tout cela n'avait été qu'une illusion créée par un jeune charlatan. La douleur de la faillite n'était rien comparée à l'humiliation. Elle, la patronne respectée, avait été réduite à l'état de vieille femme naïve, aveuglée par les attentions d'un homme 2 fois plus jeune. La douleur se mua en une rage froide. Elle ne rentra pas chez elle, dans sa villa vide sur la corniche. Elle arpenta les ruelles étroites du Panier, le vent du port fouettant son visage. Elle se rendit au petit immeuble où Yanis louait une chambre. Elle n'a pas frappé. Elle a ouvert la porte d'un coup. Il était là. La chambre était petite, presque monastique, et il faisait ses bagages. Un petit sac à dos en toile était ouvert sur les 3 lits. « Tu vas t'enfuir » Sa voix était basse, tremblante de fureur. « Comme une voleuse ?» Après m'avoir ruiné, Yanis se retourna, les yeux rouges. Il avait l'air vaincu. « Marguerite, je n'ai pas... »« Tu m'as menti » hurla-t-elle en faisant irruption dans la pièce. « Toutes ces histoires de mire et de stabilisation. Tu es un amateur, un incompétent complet. Tu as ruiné mon plan. Je ne l'ai pas détruit, » cria-t-il en retour. « Il a été saboté. C'est Julien. Il n'a jamais voulu que je réussisse. »« Arrête » l'interrompit-elle. « Arrête de rejeter la faute sur les autres. Je croyais en toi. J'ai misé l'héritage de mon mari sur toi. Et toi, tu m'as utilisé. » L'accusation était cinglante. Julien avait raison depuis le début. Tu es un escroc. Tu as vu une vieille veuve solitaire et tu m'as dit exactement ce que je voulais entendre. L'accusation l'a profondément affecté. « Ce n'est pas vrai » a-t-il murmuré, sa colère s'apaisant, remplacée par quelque chose de plus profond. « N'est-ce pas ?» Désemparée, elle désigna sa valise d'un geste ample. « Qu'est-ce que tu as là-dedans? D'autres faux livres de chimie? D'autres mensonges ?» Elle frappa du poing la petite boîte en bois usée posée sur la table de chevet, son seul autre objet personnel dans la chambre. La boîte est tombée sur le sol carrelé et s'est ouverte. Son contenu s'est répandu. Ce n'étaient pas des flacons d'essence. Ce n'étaient pas des notes de chimie. C'était de vieux papiers. Le journal intime d'un ouvrier, relié en cuir usé et taché, et une photographie. Jaunie, décolorée, au coin abîmé. Marguerite retint son souffle. La colère s'évapora, remplacée par une confusion glaciale. Elle se baissa et ramassa la photo. Ce n'était pas celui de Yanis, c'était celui de son mari, Robert,
mais un Robert qu'elle reconnaissait à peine, des décennies plus jeune, debout devant les portes de l'ancienne savonnerie. Et à côté de lui, le bras autour des épaules de Robert, se tenait un autre jeune homme, beau et aux yeux sombres et intenses. Un homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Elle retourna la photo. Une écriture effacée disait « Robert et Fournier, le commencement, Marseille, 1978. Fournier. » Elle regarda le journal intime posé au sol, la même écriture. Elle regarda Yanis. Il n'était plus sur la défensive. Il n'avait plus l'air d'un amant pris au dépourvu. Son visage était fermé, et ses yeux, jadis pleins de passion, étaient désormais emplis d'une haine froide et ancestrale. « Qui est Fournier ?» murmura Marguerite, la photo tremblant dans sa main. « Qui est Fournier ?» murmura Marguerite, la photographie tremblant dans sa main. Yanis la regardait. Le masque de l'amant blessé, de l'employé vaincu, se dissipa. Son visage, désormais calme, était celui d'un étranger. Un étranger aux yeux emplis d'une haine ancestrale et patiente. « C'était mon grand-père », dit Yanis d'une voix dénuée de toute la chaleur qu'elle lui avait connue. Henri Fournier. Le véritable fondateur de ce que vous appelez Savonnerie Laurent. Fournier, répéta Marguerite, confuse, le nom lui paraissant comme un écho lointain. Non, l'usine, c'est Laurent. Mon mari, son mari était le comptable, cracha Yanis, l'homme qui gérait l'argent de la famille. Mon grand-père, lui, était le flair, le génie, l'artiste, la vérité choquante. Il ramassa le journal intime de l'ouvrière, tombé par terre. Il l'ouvrit à une page marquée, l'écriture élégante et précise tachée d'huile. « Lis-le », ordonna-t-il. Ce n'était pas un journal intime, c'était un livre de formules. C'était les formules, la base d'huile d'olive, l'équilibre de soude caustique, les notes de cœur et de fond. Et là, à la page 3, la formule qu'elle avait vue son mari créer de toutes pièces, des années auparavant. Verveine, vétiver et une base de myrrhe pour la stabilisation. Ça, c'est le bar du fondateur. Le premier de Robert, balbutia-t-elle à bout de souffle. C'est le bar d'Henri, corrigea Yanis d'un ton sec. Volé, breveté et rebaptisé par son saint époux. L'histoire s'effondra autour d'elle. 30 ans de mariage réduits à une farce. Yanis n'avait pas besoin de crier. Les faits, consignés dans le journal, étaient implacables. Le défunt mari de Marguerite, pilier de la communauté marseillaise, le saint fondateur dont elle avait protégé l'héritage toute sa vie, était un voleur. Il avait systématiquement volé toutes les formules créées par Henri Fournier. Il utilisa ses connaissances juridiques pour déposer les brevets à son nom, prétendant que Fournier n'était qu'un simple employé rémunéré, laissant ainsi son associé sans rien. Il ne s'est pas contenté de l'expulser, poursuivit Yanis d'une voix basse et menaçante. Il l'a ruiné. Il a répandu des rumeurs selon lesquelles mon grand-père était instable, que ses formules étaient dangereuses. Il l'a poussé à la faillite. Et 6 mois plus tard, mon grand-père, sans nom, sans son art, étranger dans sa propre ville, s'est donné la mort. Marguerite recula contre le mur, la petite pièce tournoyant. Toute sa vie, le respect qu'elle avait pour Robert, l'héritage pour lequel elle s'apprêtait à signer les papiers de vente, tout cela n'était qu'un mensonge. Alors, toi, murmura-t-elle, l'horreur de cette seconde révélation la frappant de plein fouet. Ton arrivée, tu n'es pas venu à Marseille par hasard. Par hasard. Il rit d'un rire sec et sans humour. Je prépare ça depuis que ma mère est morte et m'a légué cette boîte. J'ai étudié la chimie, certes, mais je l'ai surtout étudié lui. Il désigna le journal. Le talent n'est pas le fruit du hasard. Il est héréditaire. Il a fini par tout avouer. Il est venu à Marseille avec un seul but, la vengeance. Il devait infiltrer l'usine. Il lui fallait trouver la preuve ultime que les formules originales étaient celles de son grand-père, le journal intime, et, idéalement, les livres comptables qui prouvaient la fraude. « Et moi ?» demanda-t-elle d'une voix presque inaudible. « La passion, le laboratoire. Vous étiez la porte d'entrée, dit-il froidement. La veuve solitaire et vulnérable dont Julien parlait dans les articles spécialisés. Je savais que si je faisais étalage de mon talent, si je parlais de myrrhe, vous me laisseriez entrer. Il a tout chamboulé. C'était le plan. Il fallait secouer l'entreprise. En introduisant des formules nouvelles et radicales, qui étaient en réalité des adaptations modernes des créations de son grand-père, il a semé le chaos. Il voulait déstabiliser le leadership de Julien,
forcer la transparence des comptes et faire trembler l'usine sur ses fondements frauduleux. Un plan si froid bâti sur une douleur si ancienne. Le cœur de Marguerite est brisé, mais la vérité a éclaté. Si vous croyez que les vieux secrets finissent toujours par ressurgir, suivez la chaîne. « Tu t'es servi de moi », répéta-t-elle, non plus comme une question, mais comme une affirmation. Yanis la regarda, et pour la première fois, la haine dans ses yeux vacilla, remplacée par une douloureuse confusion. Oui, c'était le plan. Je devais salir la réputation de Robert Laurent comme il l'avait fait pour celle d'Henri Fournier. « Et maintenant » demanda-t-elle, hébétée. « Que faites-vous? Vous avez le journal, vous avez les preuves. Allez-vous me détruire aussi ?» Il regarda la femme devant lui, celle qu'il avait séduite par vengeance mais qui s'était révélée être la seule à comprendre son art. Celle qui, comme lui, avait été victime des mensonges de Robert. « hésita-t-il. Le plan, autrefois si clair, était maintenant flou. Je ne sais pas. Mon grand-père. Ces deux mots ont comme coupé le souffle de la petite pièce du panier. Yanis était tendu. Un étranger dont les yeux, jadis pleins de passion, brûlaient désormais de la justice des générations. Marguerite, 64 ans, recula, s'appuyant du bras contre le mur. La photo et le journal de Fournier gisaient au sol entre elles. Elle n'était pas seulement en deuil, elle était sous le choc. Toute sa vie, 40 ans de mariage, de fierté, de sacrifice pour un héritage, tout cela n'était qu'une imposture. « J'ai passé 20 ans, murmura-t-elle d'une voix creuse, à pleurer un voleur, à protéger le honneur d'un homme qui a détruit votre grand-père. Il a tout détruit, a déclaré Yanis, 26 ans, la voix étranglée par la colère qui l'animait depuis une décennie. Alors, le sabotage, dit-elle, son esprit reconstituant les événements. Le terrain dévasté. C'était toi? Pour nous ruiner? Yanis la regarda, et pour la première fois, l'armure de sa vengeance se fissura. Non, dit-il, l'air sincèrement confus. Je n'aurais jamais saboté le travail. Je pensais que c'était Julien, 48 ans, pour prouver mon incompétence. Le désespoir de Marguerite s'était mué en une autre émotion, une rage froide et cristalline. Elle n'était pas seulement victime de la séduction de Yanis. Elle était, comme son grand-père, victime des mensonges de Robert. Elle ramassa le journal intime par terre. Elle ramassa la photographie. « Attendez ici », ordonna-t-elle, non pas comme une amante, mais comme une cliente. Elle ne retourna pas à son bureau. Elle se rendit sur le site de l'usine, où Julien supervisait les ouvriers qui nettoyaient les lieux. L'odeur de vinaigre chimique persistait encore. Julien la vit s'approcher, et son visage s'adoucit d'une patience feinte. « Marguerite, la date limite approche. As-tu pris le stylo ?» Il lui tendit les documents de vente. Elle ignora sa main. « Tu as fait du bon travail, Julien, » dit-elle d'une voix dangereusement calme, en nettoyant le désordre. « Je fais ce qu'il faut pour que cette usine continue de tourner, » a-t-il déclaré avec suffisance. « Même si cela signifie presque le détruire ?» Le sourire de Julien s'estompa. « De quoi parlez-vous ?»« Le lot, » dit-elle. « L'agent chimique. L'odeur était forte. Vous en avez sûrement utilisé trop. » Son visage pâlit. « C'était ce garçon. Son incompétence. »« Non, » l'interrompit Marguerite. « C'est un génie. Mais vous le saviez déjà, n'est-ce pas? Vous l'avez entendu dès le premier jour. Vous avez vu comment il travaillait. Vous aviez peur. »« J'avais peur de toi, » s'écria-t-il, son masque de loyauté se brisant enfin. « J'avais peur que tu te laisses berner par ses illusions. Il te berçait d'illusions, te faisant dépenser tes dernières économies en savon au poivre. On avait une proposition, une porte de sortie. Je devais te prouver qu'il était un raté. Je devais te faire ouvrir les yeux sur la réalité. Je l'ai fait pour nous, Marguerite, pour sauver l'usine, pour préserver l'héritage de Robert, conclut-elle pour lui. Bien sûr, elle brandit le journal de Fournier. Et si je vous disais que l'héritage de Robert ne vaut même pas le savon que vous avez jeté, que cet endroit, ces formules, n'ont jamais été les siennes? Julien regarda le livre, perplexe, mais il perçut l'autorité dans son regard. Il n'avait pas besoin de comprendre les détails. Il savait qu'il avait perdu. « Julien, » dit-elle d'une voix glaciale, « vous êtes viré. Faites vos valises. Sortez. Marguerite, tu ne peux pas. Je peux. L'usine est à moi. Et vous avez avoué avoir saboté et détruit des biens. Sortez, ou j'appelle la police de Marseille. »
Julien, pâle et vaincu, jeta ses gants à terre et s'éloigna, passant devant les ouvriers stupéfaits. La trahison de Julien était motivée par un sens de la loyauté déformé, mais la vérité révélée par Yanis a tout changé. Marguerite se trouve désormais face à un choix impossible. Si vous avez déjà dû choisir entre une vérité douloureuse et un mensonge rassurant, suivez la chaîne pour découvrir comment elle reconstruit sa vie. Marguerite se tenait seule dans la cour. Son regard se perdait dans le terrain vague, symbole de 2 trahisons. Yanis sortit du laboratoire et l'observa de l'autre côté de la cour. Sa vengeance était accomplie. Le nom de Laurent était terni. Le fidèle directeur avait disparu. L'usine était en ruine. Il s'approcha lentement d'elle. « Le conglomérat, dit-il d'une voix douce, désormais dénué de haine. Vous allez quand même signer. » Elle le regarda, cet homme qui l'avait séduite pour mieux la détruire. Mais elle vit aussi l'homme dont les mains avaient redonné vie à son laboratoire désert. L'homme qui avait hérité du talent de son grand-père. « Tu crois que je devrais ?» demanda-t-elle. « C'est la seule solution. C'est terminé. »« Non, dit-elle, une nouvelle détermination dans la voix. Ce n'est pas le cas. Mon mari m'a laissé une usine bâtie sur un mensonge. Et vous m'avez dit la vérité. » Elle lui tendit le journal de Fournier. « Qu'alliez-vous faire? Le publier? Détruire le nom de Robert? » « Oui, dit-il, mais le mot sonnait creux. « La vengeance ne ramènera pas ton grand-père, dit-elle, et elle ne construira rien. » Elle contempla l'usine silencieuse. « Mais ça, on peut le reconstruire. Ensemble. » Yanis la fixa, abasourdi. « Des partenaires? Après ce que j'ai fait, tu m'as utilisé, dit-elle, la douleur encore vive. Mais tu m'as aussi réveillé. Je ne passerai pas le reste de ma vie comme la veuve d'un voleur. Et toi, tu ne passeras pas le reste de ta vie comme le petit-fils d'une victime. » Elle prit sa main, la même qu'elle avait tenue au laboratoire. Son journal, ses nouvelles formules. Nous n'avons pas besoin du conglomérat. Nous allons relancer l'entreprise. Yanis regarda sa main, puis son visage. L'amour interdit n'était pas une faiblesse. C'était la seule chose authentique qui se soit produite dans cette usine depuis des décennies. La savonnerie ne ferma pas. Quelques mois plus tard, sa façade du panier fut repeinte. Une nouvelle enseigne fut installée. Savonnerie Fournier et Laurent. La presse, qui avait d'abord flairé un scandale amoureux, s'est alors emparée de l'histoire de rédemption. La collection Fournier restaurée, utilisant les formules originales du journal et les nouveaux mélanges de Yanis, a connu un succès retentissant. Au coucher du soleil, Marguerite et Yanis contemplaient le vieux port de Marseille depuis la fenêtre de leur bureau. Le nouveau venu n'avait pas seulement tout bouleversé, il avait révélé la vérité, permettant ainsi à quelque chose de nouveau et d'authentique de renaître de ses cendres. Elle a trouvé l'amour et la vérité auprès du même homme. Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place? Partagez votre avis en commentaire et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres secrets. La savonnerie rouvre ses portes. C'est un succès retentissant, mêlant tradition et modernité. La presse, qui parlait auparavant de scandale amoureux, évoque désormais une justice poétique. Marguerite, 64 ans, et Yanis, 26 ans, contemplent le port de Marseille. L'amour interdit n'était pas une faiblesse. Il fut le catalyseur qui l'a libérée d'une vie de mensonges. Elle a trouvé l'amour et la vérité auprès du même homme. Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place? Partagez votre avis en commentaire et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres secrets.